sur NRTV fait sa culture, l'occasion de vous souhaiter une très belle rentrée à tous avec évidemment beaucoup de succès et du bonheur. Du bonheur, j'espère que vous en aurez également avec nous tout au long de cette saison. Pour commencer, retour sur les festivals qui ont marqué cet été, notamment le phare et les variations musicales de Tané. Et puis on parlera de jazz au peuple avec notre invité du jour, Kate Espasandin. Bonjour. C'est vous qui nous ferez swinger. En parlant de festivals, quels sont les festivals qui vous inspirent pour Jazz au Peuple? Disons qu'on est tous au comité des grands festivaliers avant toute chose. Donc on assiste à plein de festivals. C'est dur d'en citer un ou deux en particulier. Mais je dirais qu'on a un amour très intense pour le QI Jazz parce qu'on y participe tous. Puis on adore ce festival. Enfin, tout le monde adore ce festival. Et puis après, peut-être des événements plus petits et puis qui ressemblent un peu plus aux nôtres, qui sont dans la région. Donc, Très bien. Bien. On parlera de Jazz au Peuple qui aura lieu les 7 et 8 septembre. Pour l'instant, retour sur les variations musicales de Tané, comme je vous l'annonçais en titre. À l'heure du bilan, les organisateurs s'annonçaient joyeux pour cette 9e édition. Parmi plusieurs artistes, Nadège Rocha ou bien l'orchestre suisse de la Suisse romande qui ont d'ailleurs joué ensemble. Florian Cavalieri y était, musique maestro. Vous avez devant vous un orchestre de première qualité qui a produit un concert avec une seule répétition. Franchement, pour les gens qui ne connaissent pas la vie d'un musicien d'orchestre, ça ne se fait absolument jamais. Déjà, on connaît bien les œuvres et en plus, on se connaît tous très très bien. Donc, on n'arrive pas dans l'orchestre avec des visages inconnus. C'est comme à la maison, quoi. Ce sont tous des musiciens de l'orchestre romande qui sont liés entre eux par une grande amitié. C'est Jonathan qui nous a réunis et donc on est tout content de partager cette musique ensemble. Nous allons entendre donc la magnifique violoncelliste Nadège Rocha que j'ai découvert ce soir. Elle va jouer Concerto de Saint-Saëns, c'est le Rondo de Dvorak. Avec une sensibilité et un cœur ouvert comme ça, je suis vraiment subjugué. Sa plus grande qualité pour moi, c'est qu'il n'y a pas de chichi. C'est qu'elle a trouvé la vérité dans les indications du compositeur et elle joue avec son cœur. Les yeux fermés, c'est comme ça que je joue souvent. Ouais. Et je sentais le public très proche et je le sentais aussi très silencieux, du coup je pouvais vraiment écouter la qualité de leur écoute. Et ça c'est toujours bien, j'aime beaucoup ça. Et puis là l'orchestre était aussi très amical, donc on faisait presque de la musique de chambre en fait, ce soir. Et puis évidemment vous êtes avec votre instrument, tout le monde le regarde, expliquez-nous, parlez-nous de cet instrument. Eh bien, c'est l'ex-Vatican Stradivarius. C'est un Stradivarius qui appartenait au Vatican, qui a été réparé dans les années 1830 à Paris et qui a été, dont un évêque de France a sponsorisé les peintures comme geste, comme salutation au pape quand il allait retourner en Italie et pour cacher les changements qui ont été faits sur le violoncelle parce que c'est un violoncelle qui à la base était une viole de gambe italienne, donc une vieille forme du violoncelle et qui a dû donc être un petit peu changée pour être un violoncelle en fait. Vous avez testé plus de 50 instruments avant de tomber sur celui-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ma mère à l'époque disait c'est comme pour les maris, il faut chercher, elle n'a pas encore trouvé et c'est vrai que quand on trouve c'est quand même évident que c'est celui-là, que vraiment ça marche. Qu'est-ce qui vous plaît aux variations musicales de Tané? Eh bien, l'accueil de Serge et Françoise et de toute l'équipe, c'est comme la famille quelque part. Le lieu, soyons francs, c'est juste merveilleux. Les gens qui habitent dans cette région de la côte peuvent venir au concert, écouter des grands interprètes sans aller jusqu'à Genève ou Lausanne. Donc je pense que rien que pour ça, le festival est très très apprécié. Je trouve que maintenant on est dans un endroit, dans une époque maintenant où toute la musique est numérique, n'est plus
vivante. Et là, on a vraiment accès au live, mais surtout à la musique vivante. Il se passe quelque chose durant les concerts et je pense, c'est ce qui apporte beaucoup aux personnes. Alors en plus, si on allie le cadre, l'ambiance vraiment festive, familiale et cocooning, qu'est-ce qu'on veut de plus, quoi ? Du Festival des Arts Vivants, le phare, le bilan est lui aussi positif puisque pour cette 34e édition, l'organisatrice et la directrice Véronique Ferrero de Lacoste s'est enthousiasmée, même si sur le papier, c'était plutôt compliqué puisque le festival a déménagé sur la place des Marchandises en raison des travaux à l'usine à gaz. Le bilan. C'est un privilège de pouvoir être là 3 années consécutives parce qu'on apprend vraiment à connaître bien la ville, on apprend à connaître des gens. Bon, cette année, c'est un peu particulier pour moi parce que j'ai travaillé vraiment directement en échange et en collectif avec un collectif chilien qui s'appelle 1000 m². Ils ont un travail très proche du mien, donc c'est pour ça. Petit souci technique, alors on recommence ça sera pour plus tard. Pour l'instant, c'est l'heure du bilan avec la directrice Véronique Ferrero de Lacoste. Un bilan plutôt assez positif. Tout n'était pas gagné d'avance puisque cette 34e édition du phare, elle était hors les murs. On quittait l'usine à gaz, on quittait le lieu central et on quittait toute une série d'outils en termes de salles, de lieux de théâtre que nous connaissions bien. Donc il fallait réinventer, repenser ce phare hors les murs, ici, à la Cour des Marchandises. Mais je crois que le pari est réussi et les gens, les Nyonnais, ont apprécié ce lieu comme place. Et pour moi, ça, c'est vraiment important. Ça a permis à des gens de simplement venir boire un verre, sortir, manger, passer un moment, sans forcément aller au spectacle, ou alors de conjuguer les deux choses. Bien sûr, il y a des choses qui se passent en salle, et elles continueront d'exister. Mais je crois que de plus en plus, ce que les spectateurs cherchent, ce sont des expériences. Se trouver au bord du lac et regarder un bateau qui s'en va, chose qui est absolument banale et commune pour nous qui habitons au bord du lac, mais comment est-ce qu'on peut le re-regarder ? Et ce sont tout ce type d'expériences qui m'intéressent de proposer, d'inviter les spectateurs à prendre le temps de sentir toutes ces choses que parfois dans notre vie qui va très vite on oublie. 34e édition pour le phare, un festival ancré et nyonnais, mais un festival qui a aussi dû s'exporter ailleurs. Comment ça s'est passé ? Est-ce que le festival a su garder son identité ailleurs ? D'amener les spectateurs à Rolle ou à Genève, alors que Rolle c'est tout près, eh ben c'est pas si simple. Et tout ça nous interroge encore plus sur ce que les spectateurs cherchent ou attendent du phare, qui n'est pas une saison théâtrale, qui est un festival, mais qui sort beaucoup du code ou de ce qu'on peut attendre d'un festival. Du coup, vers quelle réflexion ou aménagement ça suppose pour l'année prochaine ? Eh bien, ça suppose justement de renforcer encore tout ce travail impliqué dans la région, au niveau plus de lieux extérieurs, de sites géographiques, de spécificités architecturales, culturelles, de plutôt amener les gens dans ce genre d'endroit que dans une salle de théâtre. Renversé, c'était le thème de cette 34e édition, une programmation qui souhaitait chambouler les esprits et décloisonner surtout. Les artistes vous présentent leurs projets. C'est un privilège de pouvoir être là 3 années consécutives parce qu'on apprend vraiment à connaître bien la ville, on apprend à connaître des gens. Bon, cette année, c'est un peu particulier pour moi parce que j'ai travaillé vraiment directement en échange et en collectif avec un collectif chilien qui s'appelle 1000 m². Ils ont un travail très proche du mien, donc c'est pour ça qu'on avait envie de travailler ensemble. Et puis, du coup, on s'est posé une question toute simple qui est qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire l'indépendance ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que c'est souhaitable ? C'est quand ? C'est comment ?
Je suis arrivée avec une question qui est comment notre société change et comment nous changeons dans cette société et comment nous changeons cette société. J'ai eu cette idée un peu folle de créer une encyclopédie pratique, un portrait de la ville d'Aubervilliers à partir de l'usage du corps de ses habitants. Donc une fois que ce portrait a été fait, une fois que j'ai collecté ces 300 pratiques des Albertivillariens et Albertivillariennes, je me suis dit, en tant que collectionneuse, j'ai envie de questionner comment mon corps se met, quel est le rapport de ces pratiques que je collectionne, comment ces pratiques peuvent se mettre en dialogue avec mon propre corps, avec ses mémoires, ses techniques, ses limites, son imagination, ce que c'est pratiquer la prière, ce que c'est pratiquer, ce que c'est vivre le vertige, ce que c'est se peser le matin, ce que c'est écouter de la musique, ce que c'est faire une lecture. Gaetano, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez fait du bruit, beaucoup de bruit. À Nyon, les voisins vous détestent. Quelle était l'intention ? Oui, beaucoup de bruit. C'est tout en fait un travail qui rappelle le bruit. Mais quel type de bruit? En fait, c'est le bruit de la construction. Et d'essayer, avec le geste de la construction, à voir qu'est-ce que ça passe dans l'espace de l'art, en fait, avec ce matériel et avec les enregistrations de le matériel. Entre les légendes et la loi populaire de la maison construite dans une nuit. Que ça veut dire que gens pauvres, en fait, pour avoir un logement, ils ont été forcés de construire ces maisons aux marges de la ville, avec de matériel aussi trouvé, au matériel qu'ils ont cherché pendant des années. Et dans une nuit, c'est là, dans le temps de l'invisibilité, qu'ils font sortir ces maisons en marge de la ville. C'est une pratique populaire qui s'est développée un peu partout dans la Méditerranée, jusqu'à la moitié, moi je dirais jusqu'à la moitié du XXe siècle, et qui était vraiment diffusée un peu partout. On parle de nord de la France jusqu'à vraiment le nord de l'Afrique. La saison des festivals n'est pas terminée, donc on continue et on en parle avec Jazz au Peuple qui aura lieu les 7 et 8 septembre à Prangin. On en parle avec vous qui êtes Espace Andin. Eh bien, dites-nous, pour qu'une programmation soit réussie, quelles sont selon vous les caractéristiques qu'elle doit contenir ? Alors, moi j'ai beaucoup de chance, contrairement à d'autres festivals, c'est que j'ai pas de billetterie. Donc du coup, je peux vraiment prendre des risques avec la programmation. Donc entrée libre. Entrée libre, ouais. Et du coup, je peux programmer un peu ce que j'aime. Et ça, c'est une chance inouïe dans ce métier-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ce même bonheur. Ensuite, il faut qu'elle soit qualitative, qu'elle respecte la ligne artistique du festival, qu'on a déterminée dès la première édition. C'est très clair, c'est musique improvisée, jazz contemporain. Donc on a une ligne qui est très bien définie, puis on s'y tient à travers les éditions. Donc, cette ligne artistique, justement, vous la définissez très bien définie, mais pourquoi pas vous permettre de temps en temps explorer et essayer d'autres choses et rester cloisonné quelque part dans cette ligne-là? En fait, la ligne artistique, bien qu'elle soit définie, genre musique improvisée et jazz contemporain, c'est super large. Donc on a la possibilité de faire venir des artistes de plein d'horizons musicaux différents, même si le label principal, c'est genre jazz. L'année dernière, on avait Schneller-Thaler-Meyer, qui est clairement inspiré un peu de rock alternatif. Enfin, il y a vraiment, c'est beaucoup plus musclé. Et puis c'est un peu notre chance aussi, c'est d'explorer dans cette ligne artistique qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté et qu'est-ce qu'on peut amener de plus. Quand on pense au jazz, on pense souvent à cette musique assez groovy, tranquille, enfin premier coup d'oreille, c'est ce qu'on penserait entendre. Et puis c'est surprenant parce que quand on arrive au festival, vous l'avez dit, on entend du rock, on entend autre chose. Mais est-ce que le jazz ne perdrait pas son essence ? Non, je pense pas. Justement, nous, on a la fierté de représenter un jazz qui est pluriel. Après, chacun a sa vision différente de cette musique-là, comme de tout d'ailleurs. Mais notre jazz, le jazz comme nous on l'entend, c'est un jazz qui est pluriel, qui s'inspire de différents horizons musicaux. Puis c'est ça qu'on aime représenter au Jazz au Peuple.
Et ça fonctionne, puisque quatrième édition, vous êtes toujours là, 2 soirées, donc les 7 et 8 septembre. En fait, nous, Swingé, quelle est cette programmation? Alors la programmation, cette année, on ouvre avec un saxophoniste genevois, Nicolas Masson, qui a eu un album publié sur ECM cette année, donc c'est vraiment un grand honneur de l'accueillir. Il sera avec Colin Vallon, Patrice Moret et Lionel Friedli. Ensuite, on aura au Temple, on aura Nick Birch avec son projet Mobilé, en acoustique avec des jeux de lumière. Je pense que ça va être assez incroyable. Ce sera un peu le Temple transformé en laboratoire zen comme ça. Ça va être très très cool. On le voit dans les images, c'est tout à fait. C'est un cadre intimiste que vous souhaitez créer, cette proximité entre les artistes et puis les festivaliers. Oui, clairement. Ouais. Dans le Temple, c'est un lieu qui est beaucoup plus large, mais c'est vrai que le vieux pressoir, le rang devant, il peut toucher le piano, quoi. Est-ce que ça laisse plus de place aussi à l'improvisation ou peut-être des jam sessions? Oui, je pense il y a la possibilité de faire. Il y a des artistes qui viennent. Déjà, on a une carte blanche depuis 4 ans maintenant. Donc, les artistes peuvent vraiment venir présenter un projet qui est totalement neuf, totalement nouveau, qui est totalement improvisé. Donc, clairement, ça laisse la place à ça. Après, il y a des artistes qui tournent beaucoup, qui ont un répertoire très défini comme ça, puis qui s'y tiennent. On a aussi eu des artistes qui tournent beaucoup, qui ont un répertoire défini, mais au Jazz au Pop, on ne sait pas pour quelle raison, ils ont décidé de jouer complètement libre. Et ça donnait des expériences incroyables, même totalement inattendues. Votre meilleur souvenir, ce serait lequel justement d'expériences que vous ayez vécues au festival? Je pense que c'était Colin Vallon, le tout début de son concert. Totalement inattendu, c'était une improvisation libre pendant une 30aine de minutes. Je pense que tout le public était un peu surpris, mais c'était vraiment... ça a juste souligné l'excellence de ces musiciens. Et puis dans le Temple, ça se portait magnifiquement bien, quoi. C'était vraiment beau. Et quelles sont les nouveautés du coup pour cette 4e édition? Alors cette année, une des plus grandes nouveautés, c'est la médiation culturelle. On a 2-3 activités, notamment au gymnase de Nyon. On va faire des présentations aux gymnasiens sur la gestion d'un événement culturel. On se réjouit ici d'accueillir des gymnasiens au festival. Et mon collègue Michael Relly, qui est déjà venu l'année passée sur ce plateau. Plusieurs fois, on le sait. Plusieurs fois. Et lui animera une table ronde pour la première fois au Jazz au Pop, donc c'est cool, au Vieux Pressoir à 17h30 le samedi. Ça sera autour de la musique et de la photographie avec les saxophonistes Nicolas Masson et Ganesh Gemeyer, tous deux invités aussi au festival cette édition. Michael animera ces débats. Ce qui est aussi chouette avec votre festival, c'est que il est enrichi. Enfin, je veux dire, vous êtes musicologue, donc vous vous inspirez, vous profitez aussi de votre savoir. C'était important pour vous d'avoir une équipe qui soit, qui apporte cette qualité-là en ayant aussi un bagage derrière elle. Nous on a beaucoup de chance au comité, c'est qu'on est 4 personnes, mais avec des compétences qui sont très distinctes. On a un musicien, un contrebassiste professionnel qui est aussi responsable technique, on a quelqu'un qui a déjà géré des bars, qui était responsable du bar du Zelig, et Mathia, qui s'occupe de tout ce qui a trait au F&B avec beaucoup de talent. Puis après, on a Michael, qui est un peu un homme à tout faire, qui a fait plein de festivals, il a une super expérience dans le milieu de l'événementiel. Donc c'est clair qu'on a tous des bagages différents, et puis ça aide vraiment à mettre en valeur notre festival, quoi. Pour l'année prochaine, petit anniversaire puisque ça sera la 5e. Ouais. Qu'est-ce que vous espérez? Est-ce qu'il y aura d'autres ambitions, des ambitions pour faire encore plus grand? On a toujours d'autres ambitions, on a toujours envie d'explorer des nouvelles idées. C'est pas forcément faire plus grand, c'est juste faire autrement. Et la plupart du temps aussi d'apprendre un peu des choses qu'on n'a peut-être pas fait assez bien ou qu'on pourrait faire mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux? Cette année, elle n'a pas encore eu lieu, l'édition, donc je vous dirai au moment du débrief, après l'édition. Mais il y a toujours des choses à améliorer. Jusqu'à maintenant. Disons, nous, le côté médiation culturelle nous manquait beaucoup. Et on est super contents d'avoir pu mettre ça sur pied pour cette édition. Puis après, il y a des aspects de la décoration qu'on souhaitait améliorer parce qu'on fait tout nous-mêmes, bénévolement. Et puis ça, on a aussi eu un grand atelier décoration, donc on pourra améliorer tous les petits bouts de ficelle qui traînaient par-ci, par-là. Donc c'est juste une idée de pas forcément se professionnaliser parce qu'on aime bien ce côté un peu alternatif, un peu justement amateur quelque part, qui ne l'est pas vraiment parce qu'on est très professionnel dans notre façon de voir le festival. C'est important justement d'apporter une professionnalisation quelque part aux gens qui viennent regarder, parce que cette médiation culturelle, à quoi elle sert? C'est quoi? Initier peut-être les jeunes au jazz, leur dire le jazz c'est ça, à quoi elle sert? Initier d'autres publics en fait, à cette musique-là, ouais. Les faire venir à un festival où ils ne viendraient pas forcément, donc ouais. On se réjouit en tout cas de vous y voir et de vous y retrouver pour ce jazz les 7 et 8 septembre. Kate, merci d'avoir été avec nous et puis bon festival. Merci beaucoup.
D'autres propositions pour ce week-end et l'agenda, donc le livre sur les quais du 31 août au 2 septembre à Morges, mais aussi à Nyon, à la bibliothèque. Les journées européennes du patrimoine auront lieu elles aussi ce week-end le 1er et 2 septembre sur le thème Sans frontières. Les musées de Nyon participeront à l'événement, n'hésitez donc pas à y faire un tour. Ensuite, le cinéma solaire qui se déplace à vélo, Cinéma Sud, fera lui aussi une halte à Nyon, comme d'habitude, du 31 août au 2 septembre. Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Soyez sages et on s'y retrouve.